bonsoir à tous. On va commencer du coup, pour être à l'heure. On vous remercie pour votre présence. Donc c'est la deuxième édition du Meetup UX Incognita. Donc juste pour introduction effectivement, UX Incognita, pourquoi on a choisi ce nom? Parce qu'on pense en référence à Terra Incognita qu'il y a beaucoup de pans de la UX qui sont encore peu, voire pas explorés. Donc on s'intéresse à ces sujets qui sont moins abordés. Comment va se dérouler la session de ce soir? Donc, probablement vous savez déjà. On va avoir donc, des talks pendant 1 heure, donc 3 sessions. Chaque fois on aura une intervenante qui va parler pendant 15 minutes. On gardera 5 minutes pour les questions. Et donc après l'heure, on aura donc, des pizzas, des boissons, donc on pourra prendre du temps pour échanger et approfondir les sujets. Pourquoi on a choisi le sujet de l'accessibilité? Parce qu'on estime effectivement qu'on n'en parle peut-être pas assez souvent, ça peut sembler difficile, insurmontable pour certaines professions. C'est un peu le choix de notre visuel aussi. On sent qu'il y a des progrès qui sont faits, mais qu'on peut encore faire des efforts. Et c'est pour ça qu'on a 3 experts ce soir qui vont nous parler de solutions, de guides, de choses qui peuvent faciliter le fait de designer l'accessibilité. En ce qui concerne l'audience dans la salle, je voudrais savoir qui est plutôt profil UX, designer. Qui est profil plutôt développeur? Ok, c'était pour donner un peu un aperçu des profils qui sont dans la salle. Juste pour vous dire aussi qu'on est hosté l'événement, ici on se situe chez Murex, donc on est une entreprise d'édition de logiciels dans le domaine de la finance. Voilà, donc je vais vous présenter notre première intervenante, donc Marie Guillaumet. Donc elle est consultante en accessibilité numérique chez Access 42. Donc elle a 8 ans d'expérience dans le domaine des agences. Et donc pour sa présentation, donc, elle va nous faire un petit panorama des besoins en termes d'accessibilité et nous présenter également donc, certaines solutions qui ont déjà été validées. Donc je laisse la parole à Marie. Donc merci d'être venus nombreuses et nombreux. Ça fait toujours plaisir de voir que les gens se bougent même un mardi soir pour venir entendre parler d'accessibilité. Donc merci d'être là. Avant de commencer, donc, ça va répondre à la question qui vient d'être posée. Je vous informe que la transcription et les slides de cette présentation sont accessibles dès maintenant à cette adresse a42.fr/uxincognita. Voilà, c'est en ligne, ça restera en ligne, donc vous pourrez vous y référer quand vous voudrez. Alors du coup, le thème de cette soirée, c'est réconcilions-nous avec l'accessibilité. Donc si on a besoin de se réconcilier, a priori, c'est qu'on s'est un petit peu fâché. C'est vrai que l'accessibilité est souvent taxée de tous les mots. Elle rendrait les sites moches. Alors quand je fais ça, c'est que je désapprouve. Donc elle rendrait les sites moches, elle serait compliquée à mettre en place et elle coûterait cher. On a aussi malheureusement des échos assez désagréables à entendre, du genre l'accessibilité, non merci, en fait notre cible n'est pas handicapée. Bon, au-delà de ça, peut-être que vous-même, à titre personnel, vous avez parfois eu des difficultés à rendre vos projets accessibles, vous n'avez pas forcément trouvé les réponses à vos questions, etc. Donc je suis là pour vous donner envie d'enterrer la hache de guerre et vous donner envie de vous repencher sur le sujet. Alors, pour entrer dans le vif du sujet, l'accessibilité, ça veut dire qu'on va donner accès aux personnes handicapées au web et on va leur permettre de l'utiliser comme n'importe qui. C'est-à-dire, elles ne vont pas juste être passives à consulter les contenus, mais elles vont aussi pouvoir participer, publier des contenus, etc. On a tendance souvent à limiter les bienfaits de l'accessibilité aux personnes aveugles. C'est vrai que souvent, si vous avez déjà entendu des conférences ou lu des articles sur le sujet, on parle souvent des aveugles. C'est vrai que pour les aveugles, l'accessibilité est indispensable, mais en fait l'accessibilité concerne tous les handicaps qui concernent l'accès au web. Donc il y a bien sûr les handicaps visuels, il y a les handicaps auditifs, les handicaps moteurs, mais aussi la vaste variété des handicaps cognitifs, par exemple les troubles 10 sont concernés, les handicaps psychiques et mentaux, mais aussi les polyhandicaps. Un polyhandicap, c'est quand quelqu'un cumule un handicap moteur ou sensoriel et un handicap mental. L'accessibilité concerne aussi les troubles de santé invalidants. Je parle très vite parce que je suis stressée, vous regardez tous et tout ça.
Alors, d'après une étude de l'INSEE, en France, il y aurait environ 12 à 15 millions de personnes handicapées. Donc ça fait environ 21% de la population. Donc que ce soit dans votre bus, dans votre rue ou parmi vos clients, ça commence à faire pas mal de monde. Ces chiffres prouvent en fait que ceux qui considèrent que l'accessibilité ou les personnes handicapées ce sont des cas isolés, je désapprouve, se trompent. D'autant plus que 80% des handicaps sont invisibles. Par exemple, le fait d'être daltonien, c'est un handicap. Le fait d'être dyslexique aussi, ça concerne peut-être certaines personnes parmi vous. Donc là, c'est le petit trou embarrassant. Voilà, coucou. Donc bref, l'accessibilité, en fait, ça vise, c'est un projet assez global. Là, je vais parler que d'accessibilité web, mais l'accessibilité concerne aussi bien sûr le cadre bâti, les routes, etc. Ça vise à pallier les défauts d'inclusion des personnes handicapées dans la société et à leur donner accès aux informations et aux services qui sont disponibles en ligne, comme pour tout le monde. Alors, il y a, comme j'ai dit, plusieurs grandes catégories de handicap, mais en réalité, il y a une infinité de situations individuelles. Et pour les connaître, il faut tout simplement échanger avec les personnes handicapées pour connaître quels sont leurs besoins, quels sont les outils qu'elles utilisent pour accéder au net, etc. Par exemple, une composante importante de la navigation des personnes handicapées sur le net, c'est les technologies d'assistance. Il y en a une qui est très connue, c'est les lecteurs d'écran. Peut-être que vous en avez entendu parler, peut-être que certains d'entre vous, si vous faites du dev ou de l'anté, vous en avez déjà utilisé. Donc un lecteur d'écran, c'est tout simplement une synthèse vocale ou une, ça restitue par écrit via une plage braille pour les personnes aveugles. Donc ça aide bien sûr les personnes aveugles ou les très grands malvoyants, mais aussi les personnes qui ont des difficultés de lecture. Par exemple, il y a la dysorthographie ou ce genre de troubles qui empêchent vraiment de lire des gros pavés de texte à l'écran. Donc dans ces cas-là, certaines personnes qui ont des handicaps cognitifs vont utiliser une synthèse vocale parce que c'est beaucoup plus simple pour eux de consulter le contenu. Faute d'avoir dans votre entourage personnel ou professionnel des personnes handicapées avec qui vous pouvez échanger pour savoir tout simplement comment elles vivent et comment elles consultent le net, il y a pas mal de ressources en ligne, heureusement, sur le sujet. Il y a notamment un guide que je vous conseille qui s'appelle « Défaut d'accessibilité, impact sur les utilisateurs ». J'ai mis l'adresse à l'écran. Donc c'est un guide qui prend chaque problème d'accessibilité et qui explique en fait quels sont les impacts sur certaines catégories d'utilisateurs en fonction de leur handicap et dans quelle mesure c'est plus ou moins bloquant. Il y a certains défauts d'accessibilité qui sont complètement bloquants, qui empêchent complètement certaines personnes d'accéder à l'information. Donc cela, il faut les traiter sans délai. Donc ce guide-là, c'est un guide d'accompagnement à la prise en main du texte légal français en matière d'accessibilité numérique qui s'appelle le RGA. Ça s'écrit RGAA et ça veut dire Référentiel général d'accessibilité pour les administrations. Donc le RGA respecte en fait les standards d'accessibilité du W3C. Donc là, je vous vois faire des gros yeux, panique. Je sais qu'en général, quand je parle de standards, de normes et d'acronymes, ça fait un peu flipper. Alors, c'est des ressources très utiles sans lesquelles on ne ferait rien. Mais c'est vrai que quand on est un peu lâché là-dedans et qu'on n'y connaît rien, ça peut être des textes un peu impressionnants, surtout qu'en général le design n'est pas très très agréable. Il y aura des trucs à faire niveau UX justement. Donc c'est pour ça que je suis là. Je vous propose d'aborder tout ça calmement en vous présentant deux problématiques que j'estime importantes et en vous présentant quelques solutions à mettre en place dès demain en fait. Voilà. Donc la première dont j'aimerais vous parler, c'est la lisibilité en fait. Comment on peut permettre aux utilisateurs d'améliorer, de modifier l'apparence d'une page pour leur permettre de lire plus facilement. Donc si vous êtes designer, désolé, vu le thème de la soirée et tout, je vais plutôt m'adresser aux designers, mais je pense que ça concerne tout le monde en fait dans l'approche du projet. Si vous démarrez un projet from scratch, dès la conception, vous avez du coup toute la liberté de faire les choix de conception que vous voulez, notamment en termes de choix de couleurs. Donc dans ce cas-là, vous avez toute la liberté de choisir des couleurs qui sont de base suffisamment contrastées, notamment pour les textes. Il y a un petit outil qui est pratique, c'est la capture d'écran que vous voyez là. Je ne sais pas si vous le connaissez, ça s'appelle Color Contrast Analyzer. C'est une petite application qui est gratuite, qui est dispo pour Mac et PC. Et qui permet en fait de vous rentrer deux codes hexadécimaux et tout de suite en fait ça vous indique
si ça marche ou pas. Donc là, c'est un gros échec pour le orange. En fait, l'orange, c'est un peu comme le jaune, c'est la couleur impossible à rendre accessible, en gros. Typiquement, si vous l'utilisez avec du blanc, ce qui est classique, dans 95% des cas, ça va être un fail, un gros échec. Donc, quand vous récupérez la charte d'un client et que, admettons que ce client adore le orange, soit sa couleur clé, je pense à personne, hein. Mais voilà, imaginez vous avez ce genre de projet. Comment vous faites pour rendre une interface web accessible avec cette couleur dominante, quoi? Bien sûr, il est impensable de toucher à ce orange. Enfin, je veux dire, toucher à une couleur charte, c'est impensable en termes de stratégie d'image de marque. C'est des couleurs qui ont été soigneusement sélectionnées. Il ne vous appartient pas, quand vous faites du web, de modifier même un chouïa, un code hexadécimal. Puis même en admettant que vous aviez l'autorisation de faire ça, dans le meilleur des cas, vous allez obtenir un orange terne trop moche. Et dans le pire des cas, une sorte de marronasse qui sera encore plus moche. Bref, ça n'ira pas. Donc dans ces cas-là, la solution, plutôt que vous écharpez à essayer de trouver, transformer les couleurs, c'est de mettre en place un petit mécanisme qui s'appelle un style switcher, donc un sélecteur de style, tout simplement, qui permettra aux utilisateurs qui en ont besoin de renforcer les contrastes sur l'interface, donc comme une sorte de petite boîte de configuration de votre site. Donc les utilisateurs qui sont concernés, c'est donc les personnes qui ont des déficiences visuelles, les personnes qui ont les seniors évidemment, et aussi les personnes qui ont des difficultés de lecture ou de concentration. Donc concrètement, c'est quelques lignes de CSS et de JavaScript. C'est relativement simple à mettre en place. Et c'est encore mieux s'il y a un petit cookie qui va se souvenir des réglages de l'utilisateur, comme ça à chaque fois qu'il va revenir sur la page, le site sera déjà configuré correctement. Donc il y a un exemple, par exemple, dans la vraie vie, c'est le nouveau site de la SNCF. Donc dans leur charte, il y a un bleu clair qui est souvent utilisé avec du blanc. C'est vraiment leur couleur charte de base, donc typiquement, jamais de la vie ce sera changé. Donc ça, c'est un contraste qui n'est pas suffisamment accessible. Alors oui, juste un petit mot, comment on évalue qu'une couleur, un ratio de contraste est accessible ou pas? En fait, ça dépend déjà de la taille du texte. En fonction de la taille du texte, évidemment, plus le texte est grand, plus ça va être facile d'obtenir un contraste suffisant, parce que les caractères, les glyphes sont plus grands, mais aussi la graisse. Typiquement, méfiez-vous des polices très thin, très minces. Les polices au bâton, ça peut vraiment, surtout sur des écrans Retina à haute densité de pixels, ça peut diluer la couleur et rendre le truc très compliqué à lire. Donc j'en reviens à la SNCF. Donc ce qu'ils ont prévu, un style switcher en fait qui est accessible depuis un bouton accessibilité qui est situé tout en haut de la page. Donc là au niveau du code, c'est bien de le mettre je sais qu'est-ce qu'il y a, oui, je fais des gestes. Je risque de toucher le plafond d'ailleurs. C'est l'avantage d'avant. Donc là, ça, il faut le mettre le plus haut possible dans le DOM. Comme ça, les technologies d'assistance le trouvent tout de suite. Enfin, l'utilisateur, quand il navigue dans la page, il le trouve tout de suite. Il voit tout de suite qu'il y a quelque chose qui a été prévu pour l'accessibilité. C'est bien. Ne le mettez surtout pas au fin fond du code parce que l'utilisateur, si votre page est très longue, il ne va pas aller tout lire de A à Z. Non. Tous ces trucs-là, il faut vraiment les mettre très haut. Et donc avec ce style switcher, voilà, je peux renforcer les contrastes et donc dans ce cas là, bon désolé la couleur vous n'allez pas bien voir la différence, mais en gros le code a changé. Et donc c'est juste une surcharge CSS où on cible les éléments bleus et on leur dit maintenant là tu utilises ce code hexadécimal alternatif. Il est aussi possible grâce à ce système de style switcher de pousser encore plus loin les options d'accessibilité. Donc ça c'est notre site, le site d'Access 42, donc ça c'est son apparence par défaut. Bon de base il est déjà assez contrasté, mais en plus de proposer de renforcer les contrastes, on peut aussi proposer d'inverser les contrastes. Donc là tout le texte passe en jaune sur un fond bleu. Donc là le but évidemment c'est pas d'être joli, bien que ce soit la mode du brutalisme et tout, il y a peut-être des gens qui trouvent ça joli. Mais en gros c'est de superposer deux couleurs très lumineuses, tout simplement pour limiter la fatigue visuelle. C'est-à-dire que même, je ne sais pas si vous utilisez Flux ou ce genre d'application qui à un moment permettent de limiter la fatigue. Mais en fait, ce genre de truc, même si vous n'avez pas de handicap particulier, ça peut vous aider aussi. Au début, ça va vous faire un peu bizarre, les premières minutes. Mais en fait, vous allez vous rendre compte que c'est plus facile à lire. Donc j'en reviens à mon orange démoniaque. Il y a... Comment ça donc... Il y a un autre site qui est connu pour son orange, c'est Oui SNCF. Donc vous avez dû voir, c'est l'anciennement Voyage SNCF. Ils ont toute une nouvelle charte et le orange est vraiment la couleur star de leur site. Eux c'est pareil, ils avaient tout à fait cette problématique de leur couleur, leur emblème est un orange qui n'est pas suffisamment contrasté et qui est tout le temps utilisé avec le blanc. Donc pareil, ils ont mis en place ce petit système.
flash, c'est peut-être un peu petit, mais bon voilà, donc pareil, ça se place très en haut, tout en haut de la page. Et donc c'est un simple style switcher, donc eux ils proposent juste de renforcer les contrastes, mais c'est déjà bien. Et donc ça change effectivement tous les éléments qui sont orange. Voilà. Dernier exemple de mécanisme de personnalisation de l'interface spécialement pour les personnes handicapées. Ça c'est le site de Accor Hotel Group qui ont poussé les choses assez loin. Donc il est possible de renforcer ou d'inverser les contrastes comme on l'a vu, mais il y a aussi des options qui permettent de rendre la typographie plus accessible. Par exemple, on peut adapter l'interlignage, c'est-à-dire que d'un coup, on augmente tous les interlignages du site. Bon, bah, je fais ça, mais en fait, on les fait juste passer en 1,5 au lieu de 1,2 par exemple. Donc ça peut apporter beaucoup de confort de lecture. Et surtout, vu que eux, sur leur site, ils ont des textes justifiés, on annule la justification. Là, c'est pareil pour un repère visuel. Mais ça, je pense que c'est même une question de UX, c'est même pas que d'accessibilité. C'est-à-dire que les textes justifiés sur un écran, c'est juste l'horreur pour se repérer, quoi. Mais concrètement, ça aide vraiment les personnes en situation de handicap visuel. Voilà. Et le dernier réglage qui est intéressant aussi, c'est que vous pouvez proposer de remplacer toutes les polices du site par une police adaptée à la dyslexie. Donc à gauche, c'est leur police pour leur titre, qui est un peu particulière parce qu'en fait sur certains morceaux des glyphes, il n'y a carrément pas du tout d'aplat, quoi. Voilà, c'est vide. Donc ça peut poser de vrais problèmes de lecture à une personne dyslexique. Et donc ils ont proposé de remplacer tous les textes de leur site par une police adaptée. Alors ça c'est bien de le faire, mais il y a des personnes dyslexiques qui ne trouvent pas ça utile. Donc en accessibilité, c'est ça qui est un peu délicat et passionnant, c'est-à-dire qu'il n'y a pas une solution qui va, comme par magie, fonctionner pour absolument 100% des utilisateurs. En fait, vous, votre boulot, c'est de donner le plus d'outils possible pour que chacun puisse faire sa petite cuisine en fonction de ses préférences. Mais en tout cas, ça peut apporter un grand confort de lecture à certaines personnes de dyslexie. Je ne sais pas combien de temps il me reste, je n'ai pas du tout mesuré. Combien ? 1 minute, ouais, bon, bah, c'est pas grave, normalement il devait me rester 5 minutes, alors je vais aller vite. Donc la deuxième thématique qui est très importante dans l'accessibilité, c'est les formulaires. Alors il est évident que là, en 1 minute, même pas, je vais pas tout vous raconter, c'est un sujet qui mériterait un vrai atelier, mais il y a quand même 2 petites choses que j'ai envie de vous transmettre. Donc en fait les utilisateurs qui sont en situation de handicap mental, psychique et cognitif, pour eux remplir un formulaire c'est une épreuve très très compliquée. Ils peuvent avoir beaucoup de mal à comprendre tout simplement ce qu'on attend d'eux. Donc dans ces cas-là, on va essayer de mettre en place des aides à la saisie systématiquement. Donc prenez l'habitude d'indiquer par exemple si vous avez un champ date dans un formulaire, un truc assez courant, n'indiquez pas par exemple le format attendu dans le placeholder. Parce que le placeholder n'est pas accessible en soi. Déjà il n'est pas restitué par toutes les technologies d'assistance, il y a certains lecteurs d'écran qui ne le restituent pas du tout, et surtout le contraste est très mauvais parce que de base c'est un gris clair sur fond blanc, donc voilà, il y a plein d'utilisateurs qui vont totalement passer à côté. Si vous avez un format de saisie qui est attendu sur un champ, indiquez le format de saisie concrètement dans l'étiquette du champ, donc en général c'est le label, hein, mais pas que. Voilà. Et si jamais les utilisateurs se trompent quand même, parce que ça peut quand même être, par exemple pour un utilisateur handicapé mental, ça peut quand même être hyper cryptique de savoir ce que ça veut dire JJMMA. Donc il se peut qu'ils se trompent quand même. Donc dans ce cas-là, dans le message d'erreur, mettez un exemple de saisie réelle, tout simplement pour que cette personne puisse un peu mieux comprendre ce qu'on attend d'elle. Juste un dernier petit mot sur les date pickers. C'est vrai que sur les champs de date, souvent il y a un date picker pour faciliter le choix d'une date. Mais alors là, il faut savoir qu'un date picker, c'est juste l'horreur à utiliser quand on navigue exclusivement au clavier. Il y a des personnes qui sont en situation de handicap moteur qui n'utilisent absolument pas de souris parce qu'elles ont des problèmes au niveau des bras et des mains. Donc elles vont naviguer uniquement avec un clavier. Donc vous imaginez bien que si je tabule et que je dois chercher une date qui est dans 6 mois, c'est juste pas possible. Donc dans ces cas-là, ce qu'il faut faire en termes d'accessibilité, c'est de laisser le champ date tout simplement éditable pour que les utilisateurs, donc aveugles et handicapés moteurs, puissent saisir directement la date, parce qu'ils savent leur date, ils vont la saisir directement et ils vont se faire l'économie de galérer avec les date pickers. Surtout qu'il y a très peu de date pickers qui sont accessibles de toute façon. Donc voilà. Soufflez là. C'est fini. Ouais.
Donc tout ça, bon, c'était qu'une petite présentation parce que 15 minutes c'est juste un format horrible de conférence, très insatisfaisant. Quelques pistes si vous avez envie d'aller plus loin sur la partie UX, UI de l'accessibilité. Pour commencer, un guide du design accessible. Donc ça c'est pareil, c'est un guide d'accompagnement à RGA. Donc si vous vous conformez à ce qui est écrit dans ce guide, vous êtes sûr qu'au niveau vraiment design, vous serez dans les clous. Il y a plein d'exemples dedans. Vous ne laissez pas décourager par l'apparence un peu austère du truc, c'est un document de l'État. Donc voilà. J'ai écrit un article fleuve sur le sujet qui a pour thème concilier design et accessibilité. Access42 a aussi lancé une newsletter spéciale accessibilité, donc c'est envoyé une fois par mois, c'est une petite veille, des articles qu'on a trouvé chouettes. Et bien sûr, vous avez toujours la possibilité de demander à suivre une formation spécialisée en design accessible pour acquérir les bons réflexes, parce que sur le net on lit beaucoup d'articles, il y a beaucoup de voix contraires et tout, des fois c'est pas facile de s'y retrouver, donc n'hésitez pas à vous former, c'est bien. Voilà, merci beaucoup.